L'histoire s'intitule « L'aventure de la cuisinière de Clapham ». À l'époque où je vivais avec mon ami Hercule Poirot, j'avais pris l'habitude de lui lire tous les matins à haute voix les gros titres du Daily Blair. Le Daily Blair était un journal sans cesse à l'affût du sensationnel, les meurtres et les vols. Loin d'y être relégué en dernière page, s'étalait à la une en gros caractères. Un employé de banque disparaît avec 50 000 livres sterling de valeur négociable. Un homme malheureux en ménage se suicide au gaz. Disparition d'une jolie dactylo de 21 ans. Où est Edna Field? Voilà les gros titres du jour, Poirot, annonçai-je ce matin-là. Il y a le choix. Un employé de banque en fuite, un suicide mystérieux, la disparition d'une dactylo. Que préférez-vous? Poirot était d'humeur sereine. Il secoua la tête lentement. Aucun des trois ne me tente, mon ami. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre la vie du bon côté. Il faudrait vraiment une affaire extrêmement intéressante pour me faire bouger d'ici. À tout à l'heure, j'ai des choses importantes à faire. Telles que m'occuper de ma garde-robe, Hastings. Si je ne me trompe, il y a sur mon nouveau costume gris une tache de gras. Une seule. Mais cela suffit à m'indisposer. Ensuite, il y a mon manteau d'hiver. Il faut que je le range dans la naphtaline. Et puis je pense que c'est le moment d'égaliser mes moustaches. Après ça, il faudra que j'y applique de la pommade. Eh bien, je doute que vous puissiez mettre à exécution ce programme exaltant, dis-je en m'approchant de la fenêtre. C'est la sonnette de la porte d'entrée que nous venons d'entendre. Voilà sûrement un client. À moins que l'affaire ne soit d'importance nationale, déclara dignement Poirot, je ne m'en occuperai pas. Un instant plus tard, une grosse dame au visage rougeaud vint troubler notre tranquillité. Elle avait monté l'escalier trop vite et soufflé bruyamment. « Vous êtes monsieur Poirot ?» demanda-t-elle à mon ami en s'écroulant dans un fauteuil. « Je suis Hercule Poirot, oui, madame. »« Vous ne ressemblez pas du tout à l'image que j'avais fait de vous, » dit la dame en le dévisageant d'un œil critique. « Est-ce vous qui avez payé pour qu'ils vantent vos mérites de détective dans le journal? Ou l'ont-ils fait eux-mêmes? »« Madame !» s'écria Poirot en se levant. « Je suis désolé, mais vous savez comment sont les journaux de nos jours. Vous commencez à lire un bel article intitulé « Ce qu'une jeune mariée a dit à son ami célibataire » et il s'agit en fait d'une publicité pour un shampoing. Il n'y a que de la réclame. Mais j'espère que je ne vous ai pas vexé. Je vais vous dire ce que j'attends de vous. J'aimerais que vous retrouviez ma cuisinière. » Poirot regarda la grosse dame d'un air médusé. Et pour une fois, sa langue bien pendue lui fit défaut. Je dus me tourner pour dissimuler le sourire amusé qu'il m'était impossible de réprimer. « Tout ça, c'est à cause des allocutions de chômage, » poursuivit la visiteuse. « Mettre dans la tête des domestiques l'idée qu'elles peuvent prétendre à un poste de dactylo ou je ne sais quoi. Supprimer ces maudites allocations, voilà ce qu'il faut. Je voudrais bien savoir de quoi ont à se plaindre mes domestiques. Un après-midi et une soirée libre par semaine. Un dimanche sur deux. Tout le linge donné à l'extérieur, la même nourriture que nous et jamais de margarine dans la maison. Toujours le meilleur beurre. » Elle se tut un instant pour reprendre son souffle, et Poirot en profita. Il déclara d'un ton hautain en se levant. « Je crains que vous ne fassiez erreur, madame. Je n'enquête pas sur les conditions de travail du personnel de maison. Je suis un détective privé. »« Je le sais, » répondit la visiteuse. « Ne vous ai-je pas dit que je voulais que vous retrouviez ma cuisinière? Elle est partie mercredi sans même me dire quoi que ce soit. Elle n'est pas rentrée depuis. Je suis désolé, madame, mais je ne m'occupe pas de ce genre d'affaires. Je vous souhaite le bonjour. » La visiteuse eut un haut-le-corps d'indignation. « Alors c'est ainsi, mon ami. Vous êtes trop fier pour vous occuper d'autre chose que de secrets d'État et de bijoux de comtesse disparus. Laissez-moi vous dire que pour une femme de ma condition, une domestique est tout aussi précieuse qu'une tiare de diamants. Nous ne pouvons pas toutes être de grandes dames qui se pavanent en voiture parées de leurs plus beaux bijoux. Une bonne cuisinière est une bonne cuisinière, et quand on la perd, c'est tout aussi désolant pour nous que la perle de ses perles pour une de ces dames. » Pendant un instant, je sentis Poirot hésiter entre la dignité et le sens de l'humour. Finalement, il éclata de rire et se rassit. « Madame, c'est vous qui avez raison et moi qui ai tort. Vos réflexions sont tout à fait pertinentes. Cette affaire sera une nouveauté pour moi. Je ne suis encore jamais parti à la recherche d'une domestique disparue. Voilà la question d'importance nationale que je demandais
à la Providence de me confier, juste avant que vous n'arriviez. Allons-y. Vous dites que cette perle cuisinière est partie mercredi et n'est pas rentrée depuis. C'était donc avant-hier. Oui, c'était son jour de sortie. Mais elle a sans doute eu un accident, madame. Vous êtes-vous renseignée auprès des hôpitaux? C'est exactement ce que j'ai pensé hier, mais ce matin, figurez-vous qu'elle m'a envoyé chercher sa malle, sans même un mot d'explication. Si j'avais été à la maison, je ne l'aurais pas laissé emporter. Me traiter de cette façon. Malheureusement, j'étais allé faire un saut chez le boucher. Voulez-vous me décrire votre cuisinière? Elle a une 50aine d'années, des cheveux bruns, grisonnants. Elle est assez corpulente, tout à fait respectable. Avant de venir chez moi, elle était restée 10 ans, dans la même maison. Elle s'appelle Eliza Dunn. Et vous n'aviez pas eu d'altercation avec elle mercredi? Aucune, c'est pour ça tout cela est si étrange. Combien de domestiques avez-vous à votre service, madame? 2. La femme de chambre, Annie. Elle est très gentille, un peu étourdie et très préoccupée par les hommes, mais c'est une bonne employée de maison. Il suffit de la rappeler un peu à l'ordre. La cuisinière et elle s'entendaient-elles bien? Elles avaient leur petite saute d'humeur, bien sûr, mais dans l'ensemble, elles s'entendaient très bien. Et la jeune fille ne peut apporter aucun éclaircissement sur ce mystère? Elle dit que non. Mais vous savez comment sont les domestiques, ils se tiennent tous les coudes. Bien, cela demande une petite enquête. Où m'avez-vous dit que vous demeuriez? À Clapham, 88 Prince Albert Road. C'est parfait, madame, je vous souhaite le bonjour, si vous le permettez. Je vous rendrai visite dans la journée. Madame Todd, puisque tel était le nom de notre nouvelle cliente, prit congé. Poirot se tourna vers moi d'un air sombre. Hastings, vous voilà chargé d'une affaire d'un nouveau genre, la disparition de la cuisinière de Clapham. Jamais, au grand jamais, notre ami l'inspecteur Japp ne doit l'apprendre. Il fit aussitôt chauffer le fer à repasser et entreprit d'ôter délicatement la tache de gras de son costume gris à l'aide d'un morceau de papier buvard. Non sans regret, il remit à plus tard la taille de ses moustaches, et nous nous mîmes en route pour Clapham. Prince Albert Road était une rue bordée de maisons bourgeoises, toutes semblables avec leurs fenêtres garnies de rideaux de dentelle et leurs manteaux de porte en cuivre soigneusement polis. Nous sonnâmes au numéro 88 et une jolie petite bonne nous ouvrit. Madame Todd sortit dans le hall pour nous accueillir. « Ne partez pas, Annie, dit-elle à la jeune fille. Monsieur est détective, il voudra certainement vous poser quelques questions. » Sur le visage de la jeune fille apparut un mélange d'inquiétude et de plaisir anticipé. « Je vous remercie, madame, » murmura Poirot en s'inclinant. « J'aimerais en effet interroger tout de suite votre employé, seul si possible. » On nous fit entrer dans un petit salon, et dès que madame Todd eut quitté la pièce, manifestement à contre-cœur, Poirot commença son interrogatoire. « Mademoiselle Annie, tout ce que vous nous direz sera de la plus grande importance. Vous seule pouvez nous éclairer un peu dans cette affaire. Sans vous, moi-même, je ne puis rien. » L'inquiétude disparut du visage de la jeune fille, où le plaisir anticipé était de plus en plus évident. « Je vous dirai tout ce que je pourrai, monsieur. »« C'est bien, » commenta Poirot avec un sourire approbateur. « Bon, tout d'abord, quelle est votre opinion? Vous êtes une jeune fille d'une intelligence remarquable, cela se voit tout de suite. Comment expliquez-vous la disparition d'Eliza? » Ainsi encouragée, Annie se mit à parler de façon volubile. « Les proxénètes, monsieur. Je le dis depuis le début, Eliza me mettait toujours en garde contre eux. N'accepte jamais de renifler du parfum ou de manger des bonbons, même si le type a l'air d'un monsieur comme il faut. C'est ce qu'elle disait. Et maintenant, ils l'ont enlevé. À mon avis, ils l'ont expédié par bateau en Turquie ou dans un de ces pays d'Orient où j'ai entendu dire qu'ils aiment les femmes rondes. » Poirot réussit à garder son air grave. « Mais dans ce cas, après tout, c'est une idée. Aurait-elle envoyé chercher sa malle? Ma foi, je ne sais pas, monsieur. Elle a besoin de ses affaires, même dans ces pays étrangers. Qui est venu prendre sa malle? Un homme? La compagnie Carter-Patterson, monsieur. Est-ce vous qui avez emballé ses affaires? Non, monsieur, sa malle était déjà prête et ficelée. Ah, voilà qui est intéressant. Cela signifie qu'en quittant la maison mercredi, elle avait déjà décidé de ne pas revenir. Vous êtes bien de cet avis, n'est-ce pas? Oui, monsieur, répondit Annie, l'air quelque peu déconcerté. Je n'y avais pas pensé, mais cela pourrait tout de même être à cause de proxénètes, n'est-ce pas, monsieur?
Certainement, répondit Poirot avec gravité, avant de poursuivre. Partagez-vous la même chambre? Non, monsieur, nous avions chacune la nôtre. Élisa vous avait-elle confié qu'elle n'était pas entièrement satisfaite de cette place? Étiez-vous heureuses ici toutes les deux? Elle n'a jamais parlé de partir, c'est une bonne maison. La jeune fille semblait hésiter. Parlez librement, lui dit Poirot avec douceur. Je ne répéterai rien à votre patronne. Bien sûr, madame est une drôle de femme, mais la nourriture est bonne et on n'est pas rationné. Un plat chaud au dîner, de bons desserts, autant de beurre qu'on veut. D'ailleurs, si Élisa voulait changer de maison, elle ne serait jamais partie comme ça, j'en suis sûr. Elle aurait donné son mois de préavis. Madame pourrait lui retirer un mois de salaire pour avoir fait ça. Et le travail n'est pas trop dur. Eh bien, madame est un peu maniaque, toujours à regarder dans les coins, à chercher la poussière. Et puis il y a la pensionnaire, l'hôte payant, comme il l'appelle. Mais il n'est là que pour le petit déjeuner et le dîner. Comme monsieur, il reste toute la journée à la City. Vous aimez votre patron? Il n'est pas embêtant, un peu radin peut-être, mais on ne l'entend pas souvent. Vous ne souvenez-vous pas, je présume, de la dernière chose qu'a dite Élisa avant de partir? Si, s'il vient des pêches cuites dans la salle à manger, nous les mangerons au dîner, avec du bacon et des pommes de terre frites. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle raffolait des pêches cuites. Je ne serais pas surprise qu'il l'ait attirée avec ça. Le mercredi était-il un jour de sortie habituel? Oui, elle avait le mercredi et moi le jeudi. Poirot posa quelques autres questions à la jeune fille, puis se déclara satisfait. Annie prit congé, et madame Todd se précipita dans la pièce, le regard brillant de curiosité. Elle avait été très vexée, j'en étais convaincu, de n'avoir pas pu assister à notre entretien avec la jeune fille. Cependant, Poirot prit soin d'atténuer son amertume. Il est difficile, expliqua-t-il, pour une femme d'une intelligence exceptionnelle comme vous, madame, de supporter patiemment les méthodes détournées que nous, pauvres détectives, sommes obligés d'employer. Se montrer patient devant la bêtise est très pénible pour les esprits vifs. Ayant ainsi chassé avec tact le ressentiment qu'aurait pu éprouver madame Todd, il amena la conversation sur son mari et apprit de cette façon qu'il travaillait dans une société de la City et ne serait pas de retour avant 6 heures. Il est certainement très préoccupé par cette histoire invraisemblable. Est-ce que je me trompe? Lui? Il ne se fait jamais de soucis, déclara madame Todd. Eh bien, trouve-en une autre, ma chère. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Il est si flegmatique que cela me rend folle parfois. Une ingrate, a-t-il conclu. Vous en voilà débarrassé. Et les autres occupants de la maison, madame? Vous voulez parler de M. Simpson, notre hôte payant? Oui, dans la mesure où on lui sert son petit déjeuner et son dîner, il ne se soucie de rien. Quelle profession exerce-t-il? Il travaille dans une banque. Madame Todd mentionna le nom de l'établissement et j'eus un léger sursaut, car cela me rappelait un des articles que j'avais lus le matin dans le Daily Blair. Un jeune homme jeune? 28 ans, je crois. Un garçon tranquille. J'aimerais avoir un court entretien avec lui, et avec votre époux aussi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je reviendrai donc dans la soirée. Entre-temps, si je puis me permettre ce conseil, vous devriez vous reposer un peu, madame, vous paraissez fatiguée. Et pour cause, d'abord le souci que me donne Élisa, et puis j'ai passé presque toute la journée d'hier à faire les soldes. Oui, vous savez ce que c'est, monsieur Poirot, entre une chose et une autre, et tout le travail que j'ai à la maison, parce que bien sûr Annie ne peut pas tout faire. Elle va d'ailleurs sûrement me donner sa démission après ce qui s'est passé. Enfin, avec tout cela, je suis épuisé. Poirot murmura quelques mots de sympathie à la brave femme, et nous prîmes congé. C'est une curieuse coïncidence, déclarai-je, mais l'employé de banque, en fuite, Davis, travaillait dans la même banque que Simpson. Ne pourrait-il pas, à votre avis, y avoir un rapport? Poirot sourit. D'un côté un employé sans scrupules et de l'autre une cuisinière qui disparaît. Il est difficile d'imaginer un rapport entre les deux, à moins que Davis n'ait rendu visite à Simpson et soit tombé amoureux de la cuisinière et ne l'ait persuadé de prendre la fuite avec lui. Je me mis à rire, mais Poirot demeura grave. Il aurait pu faire pire, dit-il d'un ton de reproche. N'oubliez pas, Hastings, que si l'on part en exil, une bonne cuisinière peut être plus utile qu'une jolie compagnie. Il se tut un instant avant de poursuivre. C'est une curieuse affaire, pleine d'éléments contradictoires.
Cela m'intéresse. Oui, cela m'intéresse beaucoup. Dans la soirée, nous retournâmes au 88 Prince Albert Road et interrogeâmes Todd et Simpson. Le premier était un homme d'une quarantaine d'années au visage émacié et à l'expression mélancolique. Oui, oui, dit-il d'un ton vague. Elisa, oui, une bonne cuisinière et économe. J'ai un souci poussé de l'économie. Voyez-vous une raison à ce départ si soudain, demanda Poirot. Oh, les domestiques, vous savez, ma femme se fait trop de mauvais sang. Elle s'use la santé à force de s'en faire. Trouve une autre cuisinière, ma chère, c'est tout ce que je lui ai dit. Trouve-en une autre, il n'y a que cela à faire. Inutile de se lamenter, cela ne change rien. Monsieur Simpson ne nous fut pas d'un grand secours. C'était un jeune homme à lunettes, calme et effacé. J'ai dû la voir à l'occasion, répondit-il d'un ton vague. Une femme d'un certain âge, c'est cela. Évidemment, c'est toujours l'autre que je vois, Annie, une gentille fille, très aimable. Est-ce qu'elles s'entendaient bien, toutes les deux? Monsieur Simpson était incapable de le dire. Il supposait que oui. Rien d'intéressant de ce côté, mon ami, conclut Poirot, lorsqu'on ne put enfin quitter les lieux. Madame Todd nous avait en effet longuement retenus, pour nous répéter en vociférant et avec encore plus de prolixité tout ce qu'elle nous avait dit le matin même. Êtes-vous déçu? Demandai-je à Poirot. Vous attendiez-vous à apprendre quelque chose? Il secoua la tête. Il y avait bien une possibilité, mais je n'y croyais pas vraiment. La suite des événements consista en l'arrivée d'une lettre pour Poirot, le lendemain matin. Après l'avoir lue, il me la tendit, rouge d'indignation. Madame Todd a le regret d'informer Monsieur Poirot qu'en fin de compte, on n'aura pas recours à ses services. Après avoir discuté de cette question avec son époux, elle reconnaît qu'il est ridicule de faire appel à un détective pour une simple histoire de domestique. Elle vous prie de trouver ci-joint un chèque d'1 guinée à titre de dédommagement. Ah, ça, s'écria Poirot furieux. Et ils pensent qu'ils vont se débarrasser d'Hercule Poirot ainsi. Je consens à titre de faveur, une très grande faveur, de m'occuper de leur misérable et insignifiante affaire. Et ils osent me congédier comme ça. Cette décision vient, j'en suis sûr, de M. Todd. Mais je ne suis pas d'accord du tout. Cela me coûtera ce qu'il faudra, mais j'éclaircirai ce mystère. Oui, mais comment? Poirot se calma un peu. D'abord, nous allons mettre une annonce dans les journaux, voyons. Oui, quelque chose dans ce goût-là. Si Eliza Dunn veut bien téléphoner ou se rendre à cette adresse, elle y apprendra une bonne nouvelle. Faites passer ça dans tous les journaux auxquels vous pouvez penser à Hastings. Pendant ce temps, je vais prendre quelques petits renseignements de mon côté. Allez, il faut agir aussi vite que possible. Je ne le revis pas avant le soir, où il consentit à me dire ce qu'il avait fait. Je me suis renseigné auprès de la société qui emploie M. Todd. Il n'était pas absent mercredi, et l'on ne me dit pas que du bien de lui. Voilà en ce qui le concerne. Quant à Simpson, jeudi il était malade, et il n'est pas allé travailler à la banque. Mais il y était mercredi. Il était modérément ami avec Davis, rien d'extraordinaire. Il ne me semble pas y avoir quoi que ce soit d'intéressant de ce côté-là. Nous devons mettre tous nos espoirs dans l'annonce. Celle-ci parut dès le lendemain, comme prévu, dans tous les journaux quotidiens. Sur les ordres de Poirot, elle devait y rester pendant 1 semaine. Il portait à cette insignifiante affaire de cuisinière envolée un intérêt tout à fait surprenant. Mais je me rendais compte qu'il mettait un point d'honneur à ne pas l'abandonner tant qu'il n'aurait pas réussi à découvrir le fin mot de l'histoire. Dans les jours qui suivirent, on vint lui proposer plusieurs affaires extrêmement intéressantes, mais il les refusa toutes. Tous les matins, il se précipitait sur son courrier, examinait attentivement chaque lettre, puis il les reposait avec un soupir. Cependant, notre patience finit par être récompensée. Le mercredi suivant, 6 jours après la visite de Madame Todd, notre logeuse vint nous annoncer qu'une personne du nom d'Eliza Dunn était en bas. « Enfin !» s'écria Poirot. « Mais faites-la monter tout de suite. Qu'attendez-vous donc ?» Toute penaude, notre logeuse redescendit précipitamment et revint un moment plus tard, suivie de Miss Dunn. Celle-ci répondait bien au signalement qu'on nous avait donné. Grande, corpulente et éminemment respectable d'allure. « Je suis venue en réponse à l'annonce, expliqua-t-elle. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une erreur et que vous ne saviez pas que j'avais déjà touché mon héritage. » Poirot étudiait attentivement sa proie. Il lui avança un fauteuil et l'invita à s'asseoir d'un large geste de bras. « Pour tout vous dire, déclara Poirot, votre dernière patronne
Madame Todd était très inquiète à votre sujet. Elle craignait qu'il ne vous soit arrivé un accident. Eliza Dunn parut très surprise. Elle n'a donc pas reçu ma lettre? Pas le moindre mot. Poirot se tut un instant avant d'ajouter d'un ton encourageant. Racontez-moi toute l'histoire, voulez-vous? Eliza Dunn n'avait besoin d'aucun encouragement. Elle se lança aussitôt dans un long récit. J'étais presque arrivé à la maison mercredi soir quand un monsieur m'a arrêté. Un grand monsieur avec une barbe et un chapeau haut de forme. Miss Eliza Dunn, m'a-t-il dit. Oui. J'ai demandé à vous parler au numéro 88 et l'on m'a dit que vous alliez rentrer d'une minute à l'autre. Miss Dunn, je suis venu d'Australie spécialement pour vous voir. Connaissez-vous le nom de jeune fille de votre grand-mère maternelle? Jane Emott, ai-je répondu. C'est exact, m'a-t-il dit. Voilà, Miss Dunn. Bien que vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, votre grand-mère avait une grande amie, Eliza Leach. Cette amie est partie vivre en Australie après avoir épousé un très riche colon. Ses 2 enfants sont morts en bas âge et elle a hérité de la fortune de son mari. Elle-même est décédée il y a quelques mois et elle vous a légué par testament une maison ici en Angleterre et une somme d'argent considérable. J'ai failli en tomber à la renverse, poursuivit Miss Dunn. Pendant un moment, je n'y ai pas cru, et il a dû s'en apercevoir, car il a souri. Vous avez raison d'être méfiante, Miss Dunn. Voici mes papiers. Il m'a tendu une lettre à l'entête d'une firme d'avoués de Melbourne, Hurst et Crotchet, et une carte de visite. C'était Monsieur Crotchet. Il y a 2 petites clauses restrictives, a-t-il ajouté. Voyez-vous, notre cliente était un peu excentrique. Ce legs ne peut se réaliser que si vous prenez possession de la maison. Elle est située dans le Cumberland. Avant demain midi. L'autre condition est sans importance. Elle stipule simplement que vous ne devez pas être employé de maison. J'étais consterné. Oh, monsieur Crotchet, lui ai-je dit, je suis cuisinière. On ne vous l'a pas dit à la maison? Mon Dieu, s'est-il exclamé. Je n'en avais pas la moindre idée. Je pensais que vous étiez là en tant que dame de compagnie ou de gouvernante. Voilà qui est fâcheux, vraiment très fâcheux. Devrais-je renoncer à tout cet argent? Lui ai-je demandé, plutôt angoissé. Il a réfléchi un moment, puis il m'a dit, il y a toujours des moyens de contourner la loi, Miss Dunn. Nous, les hommes de loi, le savons bien. Dans le cas présent, la solution serait que vous ayez quitté votre place cet après-midi. Mais mon mois de préavis, ai-je répliqué. Ma chère Miss Dunn, m'a-t-il dit avec un sourire, vous pouvez parfaitement quitter un employeur à tout moment, à condition de renoncer à un mois de gage. Votre patronne comprendra très bien, étant donné les circonstances. Le problème, c'est la question de temps. Il faut absolument que vous preniez le train qui part de King's Cross à 11h05. Je peux vous avancer une dizaine de livres pour le billet, et vous pourrez écrire un mot à votre patronne à la gare. Je le lui porterai moi-même et lui expliquerai toute l'histoire. Bien entendu, j'ai accepté et 1 heure plus tard, j'étais dans le train, si ému que je ne savais plus si j'avais bien toute ma tête. Quand je suis arrivé à Carlisle, je commençais à penser que tout ça n'était qu'une de ces blagues dont on entend parfois dans les journaux. Mais je suis allé à l'adresse qu'il m'avait donnée. C'était une étude d'avoué, et ce n'était pas une blague. Il était bien question d'une jolie petite maison et d'une rente de 300 livres par an. Ces avoués ne savaient pas grand-chose, ils avaient simplement reçu une lettre d'un monsieur de Londres, leur disant de me remettre les clés de la maison et 150 livres sterling pour les 6 premiers mois. Monsieur Crotchet m'a envoyé mes affaires, mais il n'y avait pas le moindre mot de madame. Je suppose qu'elle était en colère contre moi et enviait ma chance. Elle a d'ailleurs gardé ma malle et emballé mes affaires dans du papier. Mais évidemment, si elle n'a pas eu ma lettre, elle a dû trouver que j'avais de drôles de manières. Poirot avait écouté cette longue histoire avec attention. Il hocha la tête, l'air entièrement satisfait. « Merci, mademoiselle, il y a eu en effet une petite erreur. Permettez-moi de vous dédommager de votre peine. » Il tendit une enveloppe à Miss Dunn. « Vous repartez tout de suite pour Cumberland. Un petit conseil. N'oubliez pas vos talents de cuisinière. Il est toujours utile d'avoir un métier entre les mains, en cas de revers de fortune. » Plutôt crédule, murmura-t-il lorsque notre visiteuse fut partie. Mais peut-être pas plus que la plupart des gens de sa condition. Son visage prit alors une expression grave.
Venez, Hastings, il n'y a pas une minute à perdre. Allez chercher un taxi, pendant que j'écris un mot à Jap. Poirot attendait sous le porche lorsque je revins avec le taxi. Où allons-nous, lui demandai-je avec enthousiasme. Tout d'abord, il faut faire porter ce mot par messager spécial. Cette question réglée, lorsqu'il revint dans le taxi, Poirot donna l'adresse suivante au chauffeur. 88, Prince Albert Road, à Clapham. C'est donc là où nous allons? Mais oui, encore qu'à franchement parler, je craigne que nous n'arrivions trop tard. Notre oiseau s'est sans doute déjà envolé, Hastings. Qui est notre oiseau? Poirot sourit. Le discret monsieur Simpson. Quoi? M'exclamai-je. Allons, Hastings, ne me dites pas que tout n'est pas parfaitement clair pour vous. On s'est débarrassé de la cuisinière, ça je l'ai compris, répondis-je légèrement vexé. Mais pourquoi? Pourquoi Simpson cherchait-il à l'éloigner de la maison? Savait-elle quelque chose à son sujet? Absolument pas. Alors? Mais il voulait quelque chose qui était en sa possession. De l'argent? L'héritage d'Australie? Non, mon ami, quelque chose de bien différent. Poirot se tut un instant avant d'ajouter d'un ton grave. Une vieille malle en fer. Je lui jetai un regard de côté. Cette déclaration était si surprenante que je le soupçonnais de se moquer de moi, mais il était parfaitement grave et sérieux. Voyons, il pourrait certainement s'acheter une malle, s'il en avait besoin, rétorquai-je. Il ne voulait pas d'une malle neuve, il voulait d'une malle d'un certain standing, une malle appartenant à une personne respectable. Vraiment, Poirot, vous y allez un peu fort, vous êtes en train de vous payer ma tête. Il se tourna vers moi. Vous n'avez pas l'intelligence et l'imagination de M. Simpson, Hastings. Écoutez ça. Mercredi soir, Simpson éloigne la cuisinière par la ruse, que vous savez, une carte de visite et une feuille de papier en tête sont des choses faciles à se procurer, et il est prêt à payer 150 livres sterling et une année de loyer pour assurer la réussite de son plan. Miss Dunn ne le reconnaît pas. Elle se laisse totalement tromper par la barbe, le chapeau et le léger accent colonial. C'est tout pour mercredi. En dehors du menu fait que Simpson s'est mis en outre 50 000 livres de valeur négociable dans sa poche. Simpson? Mais c'est Davis. Si vous voulez bien me laisser poursuivre, Hastings, Simpson sait que le vol sera découvert jeudi après-midi. Il ne devra donc pas travailler à la banque jeudi, mais guette la sortie de Davis à l'heure du déjeuner. Peut-être lui avoue-t-il être l'auteur du vol, et lui dit-il qu'il est prêt à lui rendre les valeurs. En tout cas, il réussit à convaincre Davis de le suivre jusqu'à Clapham. C'est le jour de congé de la domestique, et il se trouve que Madame Todd est de sortie pour faire les soldes. Il n'y a aucune personne dans la maison quand le vol sera découvert, et qu'on s'apercevra de la disparition de Davis, la conclusion sera évidente. C'est Davis le voleur. Simpson, à l'abri de tout soupçon, pourra retourner travailler le lendemain comme l'honnête employé pour lequel il se fait passer. Et Davis? Poirot fit un geste éloquent de la main et secoua la tête, lentement. Cela paraît trop ignoble pour être vrai. Pourtant, quelle autre explication peut-il y avoir, mon ami? La seule difficulté pour un assassin est de se débarrasser du corps. Et Simpson avait déjà tout prévu. J'ai tout de suite été frappé par le fait que, bien qu'en partant, Eliza Dunn ait eu manifestement l'intention de rentrer le soir même, témoin sa réflexion sur les pêches cuites. Sa malle était toute prête quand on est venu la prendre. C'est Simpson qui a demandé à Carter Patterson d'aller la chercher le vendredi, et c'est lui qui l'avait ficelée le jeudi après-midi. Quel soupçon cela pourrait-il éveiller? La domestique s'en va et on va chercher sa malle. Elle est étiquetée et adressée à son nom, sans doute à quelque gare proche de Londres. Le samedi après-midi, sous son déguisement d'Australien, Simpson va l'y chercher, et y colle une nouvelle étiquette et la réexpédie ailleurs, toujours avec la mention « à laisser à la consigne ». Lorsque les autorités commenceront, pour d'excellentes raisons, à se poser des questions, et l'ouvriront, elles pourront seulement apprendre que c'est un colonial barbu qui l'a expédié de la gare de Jonction près de Londres. Rien ne permettra de deviner qu'elle est partie du 88 Prince Albert Road. Ah, nous voilà arrivés. Les pronostics de Poirot étaient exacts. Simpson était parti 2 jours plus tôt, mais il ne devait pas échapper aux conséquences de son acte criminel. Grâce aux appels lancés à la radio, on le retrouva à bord de l'Olympia, en route pour l'Amérique.
Une malle en fer adressée à Monsieur Henry Wintergreen ne tarda pas à attirer l'attention des responsables des chemins de fer à Glasgow. Lorsqu'elle fut ouverte, on y découvrit le corps du malheureux Davis. Poirot n'encaissa jamais le chèque d'une guinée de Madame Todd. Il le fit encadrer et l'accrocha au mur de notre petit salon. C'est pour moi un petit rappel, Hastings, qu'il ne faut jamais mépriser un fait en apparence insignifiant et de prime abord sans intérêt. Une domestique qui disparaît d'un côté, un meurtre de sang-froid de l'autre. Ce fut l'un de mes sujets d'enquête les plus passionnants. Fin. L'histoire s'intitule « Comment poussent vos fleurs ?» Hercule Poirot rassembla son courrier en un petit paquet bien net devant lui. Il prit ensuite la lettre du dessus, en examina l'adresse un instant, puis il détacha délicatement le rabat de l'enveloppe avec un petit coupe-papier qu'il gardait sur sa table du petit déjeuner, spécialement pour cet usage, et en sortit le contenu. À l'intérieur se trouvait une autre enveloppe, soigneusement cachetée à la cire rouge et portant la mention « personnel et confidentiel ». Les sourcils d'Hercule Poirot remontèrent légèrement sur son visage ovoïde. « Patience, nous y arriverons », murmura-t-il, en se servant de nouveau du petit coupe-papier. La deuxième enveloppe contenait une lettre rédigée d'une écriture tremblante et pointue. Plusieurs mots y étaient soulignés d'un gros trait. Hercule Poirot la déplia et la lut. Cette lettre portait elle aussi, en en-tête, la mention « personnel et confidentiel ». En haut à droite figurait l'adresse de l'expéditeur, Rosebank, Charmans Green Buck, et la date 21 mars. Et le texte était le suivant. « Cher Monsieur Poirot, je me permets de vous écrire sur la recommandation d'une vieille amie, très chère, qui sait quel souci et quelle détresse m'accable depuis quelque temps. Toutefois, cette amie n'en connaît pas les raisons profondes, que j'ai préféré garder entièrement pour moi. Cette affaire étant strictement confidentielle, mon ami m'assure que vous êtes la discrétion même et que je n'ai pas à craindre une intervention de la police qui, si mes soupçons sont fondés, me serait très désagréable. Mais il se peut bien sûr que je me trompe totalement. Je n'ai plus l'esprit assez clair aujourd'hui, souffrant d'insomnie et des séquelles d'une grave maladie contractée l'hiver dernier pour mener moi-même mon enquête. Je n'en ai ni les moyens ni la capacité. Par ailleurs, j'insiste une fois de plus sur le fait qu'il s'agit d'une affaire de famille très délicate et que, pour bien des raisons, je vous demanderai peut-être de l'étouffer. Si j'ai une certitude sur les faits, je pourrais prendre moi-même la situation en main, ce qui me paraîtrait préférable. J'espère avoir été clair sur ce point. Si vous voulez bien vous charger de cette enquête, pourriez-vous avoir l'obligeance de me le faire savoir à l'adresse indiquée ci-dessus? Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Amelia Barrowby. Poirot relut la lettre et, de nouveau, il haussa légèrement les sourcils. Il la mit ensuite de côté et passa à l'enveloppe suivante. À 10 heures précises, il entra dans la pièce où Miss Lemon, sa secrétaire particulière, attendait ses instructions pour la journée. Miss Lemon avait 48 ans et un physique peu engageant. Elle faisait penser à un sac d'os rassemblé au hasard. Sa passion pour l'ordre était presque aussi grande que celle de Poirot lui-même, et bien qu'elle fût parfaitement capable de réfléchir, elle ne le faisait jamais à moins d'en recevoir l'ordre. Poirot lui tendit le courrier du jour. « Veuillez avoir la bonté, mademoiselle, d'envoyer une lettre de refus, rédigée dans des termes appropriés, en réponse à toutes ces demandes. » Miss Lemon passa en revue les différentes lettres, gribouillant au fur et à mesure un petit signe hiéroglyphique sur chacune d'elles. Ces mentions étaient lisibles d'elle seule et rédigées dans un code qui lui était propre. Pommade, gifle, ronron, bref, etc. Lorsqu'elle eut fini, elle hocha la tête puis la releva, attendant d'autres instructions. Poirot lui tendit la lettre d'Amelia Barrowby. Elle l'extirpa de sa double enveloppe, la lut, et jeta un regard interrogateur à son patron. « Oui, monsieur ?» Son crayon était déjà pointé au-dessus de son bloc sténo. « Que pensez-vous de cette lettre, Miss Lemon ?» Avec un léger froncement de sourcils, Miss Lemon reposa son crayon et relut la demande d'Amelia Barrowby. Le contenu d'une lettre ne signifiait rien pour elle, sinon la nécessité de composer une réponse appropriée. Il était très rare que son patron fît appel à elle en tant qu'être humain, plutôt qu'en sa qualité de secrétaire. Et lorsqu'il le faisait, cela l'ennuyait quelque peu car,
Si c'était une machine quasiment parfaite, elle se désintéressait totalement des questions humaines. Sa véritable passion dans la vie était la mise au point d'un système de classement idéal à côté duquel tous les autres n'auraient plus qu'à tomber dans l'oubli. Elle en rêvait même la nuit. Toutefois, Miss Lemon pouvait parfaitement faire preuve d'intelligence pour les questions purement humaines, et Poirot le savait bien. « Alors ?» lui demanda-t-il. « Une vieille femme, commenta-t-elle brièvement. Elle ajouta une expression quelque peu argotique, signifiant que Madame Barrowby avait peur. « Ah, vous pensez qu'elle n'est pas rassurée ?» dit Poirot. Miss Lemon, qui estimait que Poirot vivait déjà assez longtemps en Grande-Bretagne pour comprendre son argot, ne répondit pas. Elle jeta un bref coup d'œil à la double enveloppe. « Très secrète, poursuivit-elle, et elle ne vous dit rien du tout. »« Oui, répondit Poirot. Je m'en suis moi-même rendu compte. » Miss Lemon attendait à nouveau avec espoir, la main levée au-dessus de son bloc sténo. Cette fois Poirot répondit à son attente. « Dites-lui que je lui ferai l'honneur de venir moi-même la voir aux dates et à l'heure qui lui conviendront. À moins qu'elle ne préfère venir me consulter ici. Ne tapez pas la lettre à la machine, écrivez-la à la main. »« Bien, monsieur. » Poirot lui tendit le reste du courrier. « Ce sont des factures. » Miss Lemon les tria rapidement de ses mains efficaces. « Je les paierai toutes, sauf ces deux-là. »« Pourquoi ces deux-là? Elles ne contiennent pas d'erreur. » « Elles proviennent de sociétés avec lesquelles vous n'êtes en relation que depuis peu. Cela fait mauvais effet de payer trop rapidement quand on vient juste d'ouvrir un compte. On dirait qu'on cherche à faire une bonne impression pour obtenir un crédit par la suite. »« Ah !» murmura Poirot. « Je m'incline devant votre connaissance supérieure des commerçants britanniques. »« Je n'ignore pratiquement rien d'eux, » déclara Miss Lemon d'un ton sévère. La lettre destinée à Amelia Barrowby avait été dûment écrite et envoyée. Mais la réponse ne venait toujours pas. Peut-être, pensa Hercule Poirot, la vieille dame avait-elle éclairci elle-même la situation. Il était cependant surpris que, dans ce cas, elle ne lui eût pas envoyé un mot courtois pour l'informer qu'elle n'avait plus besoin de ses services. Ce fut 5 jours plus tard que Miss Lemon, après avoir reçu les instructions du jour, dit à Poirot. « La Miss Barrowby, à qui nous avons écrit, pas étonnant qu'elle n'ait pas répondu. Elle est morte. »« Ah !» murmura Poirot. « Elle est morte. » C'était plus une question qu'une réponse. Ouvrant son sac à main, Miss Lemon en sortit une coupure de journal. « J'ai vu ça dans le métro et je l'ai arraché. » Approuvant mentalement le fait que, bien que Miss Lemon eût employé le terme « arraché », elle avait soigneusement découpé ce qui l'intéressait avec des ciseaux. Poirot lut la publication parue dans la rubrique « État civil » du Morning Post. Le 26 mars, de façon brutale, à Rosebank, Amelia Jane Barrowby est décédée à l'âge de 73 ans. Ni fleurs ni couronne à la demande de la défunte. Poirot relut les 3 lignes et murmura, comme pour lui-même, de façon brutale. « Si vous voulez bien prendre une lettre, Miss Lemon, » ajouta-t-il ensuite d'un ton vif. Le crayon était déjà prêt à courir sur le papier. Tout en pensant aux finesses d'un système de classement parfait, Miss Lemon prit rapidement et correctement en sténo le texte dicté. « Chère Miss Barrowby, je n'ai pas reçu de réponse de votre part, mais étant donné que je me trouvais à proximité de Charman's Green vendredi, je viendrai vous rendre visite ce jour-là, et nous pourrons discuter plus en détail de l'affaire dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Veuillez agréer, etc. Soyez aimable de taper cette lettre tout de suite. Si vous la postez ce matin, elle devrait parvenir à Charman's Green ce soir. » Le lendemain, une lettre arriva au second courrier de la matinée dans une enveloppe brodée de noir. « Cher monsieur, en réponse à la lettre que vous avez adressée à ma tante, Miss Barrowby, je vous informe que celle-ci est décédée le 26. L'affaire dont vous parlez n'a donc plus d'importance. Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Marie de La Fontaine. » Poirot esquissa un sourire. « Plus d'importance, c'est ce que nous allons voir. En avant, direction Charman's Green. » La maison Rosebank semblait bien porter son nom, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des habitations de classe et de caractère semblable. Hercule Poirot s'arrêta au milieu de l'allée qui conduisait à la porte d'entrée, pour jeter un regard admiratif aux jolies plates-bandes qui l'abordaient. Il y avait là des rosiers qui promettaient une belle floraison d'ici quelques mois, des jonquilles, des tulipes précoces et des jacinthes bleues. Il remarqua que les dernières plates-bandes étaient partiellement brodées de coquillages. Comment est-ce déjà cette ronde que chantent les petits Anglais?
Madame Mary, comme c'est joli. Comment poussent donc vos fleurs? Au cœur des coquilles de Clovis et des petites clochettes, avec tout autour de folles soubrettes. Il n'y en a peut-être pas tout autour, pensa Poirot, mais voilà du moins une jolie soubrette pour donner un sens à cette petite ronde. La porte d'entrée s'était ouverte et une jeune domestique en coiffe et tablier blanc considérait d'un air hésitant cet étranger à grosse moustache qui parlait tout seul au milieu de l'allée. Comme Poirot l'avait remarqué, c'était une jolie petite servante aux yeux bleus, tout ronds et aux joues roses. Poirot souleva poliment son chapeau et lui dit « Excusez-moi, mais est-ce bien ici que vit Miss Amelia Barrowby ?» La jeune fille eut un léger sursaut et ses yeux s'arrondirent davantage. « Oh, monsieur, vous n'êtes pas au courant? Elle est morte. C'est arrivé si brutalement, mardi soir. » Elle hésitait et tiraillait entre deux instincts. Le premier, la méfiance à l'égard d'un étranger. Le second, le plaisir si cher aux gens de son espèce de s'étendre sur des sujets tels que la maladie et la mort. « Je suis sidéré d'apprendre cette nouvelle, » dit Poirot hypocritement. « J'avais rendez-vous avec elle aujourd'hui. Mais pourrais-je voir l'autre dame qui vit ici ?» La petite bonne sembla hésiter. « La patronne ? Ma foi, vous pourriez peut-être la voir, mais je ne sais pas si elle acceptera de vous recevoir. »« Elle me recevra, » déclara Poirot en tendant sa carte. Son ton autoritaire fit son effet. La jeune fille recula et fit entrer Poirot dans un petit salon, situé à droite de l'entrée. Puis, la carte de visite à la main, elle partit chercher sa patronne. Poirot jeta un regard circulaire sur la pièce. C'était un petit salon meublé de façon tout à fait conventionnelle, papier peint crème bordé en haut d'une frise, cretonne de couleur indéfinie, coussins et rideaux roses, et une foule de petites statuettes et autres bibelots en porcelaine. Il n'y avait rien de particulier dans la pièce qui indiquât une personnalité bien définie. Soudain, Poirot, qui avait les sens acérés, sentit des yeux posés sur lui. Il fit volte-face et découvrit une jeune fille debout sur le seuil de la porte-fenêtre. Une jeune fille de petite taille, au teint olivâtre, aux cheveux d'un noir de jet et au regard soupçonneux. Elle rentra dans la pièce et, tandis que Poirot s'inclinait, elle lui demanda d'un ton brusque « Pourquoi êtes-vous venu ?» Poirot ne répondit pas. Il se contenta de lever les sourcils. « Vous n'êtes pas avocat, si ?» Son anglais était bon, mais on ne pouvait pas la prendre un instant pour une Anglaise. « Pourquoi devrais-je en être un, mademoiselle ?» La jeune fille regarda Poirot d'un air sombre. « Je pensais que vous en étiez peut-être un, et que vous étiez venu pour me dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. J'ai entendu parler de ce genre de choses, l'intimidation. C'est bien comme cela qu'on l'appelle, n'est-ce pas? Mais c'est faux, elle voulait que j'hérite de son argent, et je l'aurai. S'il le faut même, je prendrai un avocat. L'argent est à moi, elle l'a écrit dans son testament, et il en sera ainsi. » Elle était hideuse, le menton projeté en avant, les yeux étincelants de colère. La porte s'ouvrit et une grande femme entra. « Katrina !» La jeune fille se tassa sur elle-même, rougit, marmonna quelques mots et sortit par la porte-fenêtre. Poirot se tourna vers la nouvelle venue qui, d'un seul mot, avait pris si efficacement la situation en main. Il y avait dans sa voix de l'autorité, du mépris, en même temps d'une pointe d'ironie. Poirot comprit aussitôt que c'était la maîtresse de maison, Marie de La Fontaine. « Monsieur Poirot, je vous ai écrit. Vous n'avez pas dû recevoir ma lettre. À vrai dire, j'étais absent de Londres. » « Oh, je vois, cela explique tout. Mais il faut que je me présente. Je suis madame de La Fontaine, et voici mon mari. Miss Barrowby était ma tante. » Monsieur de La Fontaine était entré si discrètement que son arrivée était passée inaperçue. C'était un homme de haute stature, aux cheveux grisonnants, et à l'air indécis. Il se tripotait le menton nerveusement et jetait de fréquents coups d'œil à sa femme, attendant manifestement qu'elle prenne l'initiative de la conversation. « Je suis absolument navré de venir vous importuner en plein deuil, » dit Poirot. « Vous ne pouviez pas le deviner, » répondit madame de La Fontaine. « Ma tante est morte mardi soir. Cela s'est produit de façon tout à fait inattendue. »« Oui, tout à fait inattendue, » renchérit monsieur de La Fontaine. « Un rude coup, » ajouta-t-il en regardant la porte-fenêtre par laquelle était sortie la jeune étrangère. « Je vous prie à nouveau de m'excuser, » dit Poirot, « et je vais vous laisser. » Il fit un pas en direction de la porte. « Un instant, » s'écria monsieur de La Fontaine. « Vous aviez rendez-vous avec tante Amélia, dites-vous. »« C'est exact. »« Peut-être pourriez-vous nous dire de quoi il s'agissait, » suggéra madame de La Fontaine.
si nous pouvons faire quoi que ce soit. C'était une question d'ordre personnel, répondit Poirot. Je suis détective, ajouta-t-il simplement. Monsieur de La Fontaine renversa la statuette en porcelaine qu'il tripotait. Quant à sa femme, elle paraissait intriguée. Détective? Et vous aviez rendez-vous avec tante Amélia? C'est incroyable. Madame de La Fontaine regardait fixement Poirot. Ne pouvez-vous nous en dire un peu plus long, monsieur Poirot? C'est si extraordinaire. Poirot resta silencieux, un moment avant de déclarer en choisissant ses mots. Il m'est difficile, madame, de savoir ce que je dois dire. Dites-moi, intervint monsieur de La Fontaine. Elle n'a pas parlé de Russes, non? De Russes? Oui, vous savez, les bolchos, les rouges et tout ça. Ne sois pas ridicule, Henri, lui dit sa femme. Monsieur de La Fontaine sembla se tasser sur lui-même. Désolé, je me posais simplement la question. Marie de La Fontaine regarda Poirot droit dans les yeux. Les siens étaient très bleus, de la couleur des myosotis. Si vous pouviez nous en dire davantage, monsieur Poirot, je vous en serais très reconnaissante. Je vous assure que j'ai de bonnes raisons de le demander. Monsieur de La Fontaine paraissait inquiet. Allons, Marie, cela ne veut peut-être rien dire. Cette fois encore, sa femme le fit taire d'un regard. Alors, monsieur Poirot? Lentement, gravement, Hercule Poirot secoua la tête négativement. Il la secouait avec un regret manifeste, mais il la secouait tout de même. Pour l'instant, madame, répondit-il, je crains de ne rien pouvoir vous dire. Il s'inclina, ramassa son chapeau et se dirigea vers la porte. Marie de La Fontaine le rejoignit dans l'entrée. Arrivé sur le perron, il s'arrêta et la regarda. Vous aimez votre jardin, je pense, madame. Moi? Oui, je passe beaucoup de temps à m'en occuper. Je vous fais mes compliments. Poirot s'inclina de nouveau et descendit l'allée qui conduisait au portail. Au moment où il passait celui-ci et tournait sur la droite, il jeta un coup d'œil en arrière et enregistra deux impressions. Un visage au teint olivâtre l'observait d'une fenêtre du premier étage et un homme à la démarche raide des militaires faisait les 100 pas sur le trottoir d'en face. Hercule Poirot hocha la tête. C'est évident, il y a anguille sous roche. Que dois-je donc faire à présent? La décision qu'il prit le conduisit au bureau de poste le plus proche. De là, il passa plusieurs coups de téléphone, dont le résultat s'avéra satisfaisant. Il prit ensuite le chemin du commissariat de police de Charmans Green, où il demanda à voir l'inspecteur Sims. L'inspecteur Sims était un grand gaillard aux manières cordiales. « Monsieur Poirot ?» C'est ce qu'il me semblait. Je viens d'avoir un coup de téléphone du sergent-chef. Il m'a dit que vous deviez passer. Venez dans mon bureau. Après avoir fermé la porte, l'inspecteur indiqua une chaise à Poirot, s'installa à son tour et interrogea du regard son visiteur. « Vous êtes très rapide, monsieur Poirot. Vous venez nous voir à propos de cette affaire de Rosebank, avant même que nous sachions si elle nécessite une enquête. Comment êtes-vous au courant ?» Poirot sortit la lettre qu'il avait reçue et l'attendit à l'inspecteur. Ce dernier la lut avec un intérêt manifeste. « Intéressant, commenta-t-il. L'ennui, c'est que cela peut vouloir dire bien des choses. Dommage qu'elle n'ait pas été plus explicite. Cela nous aurait aidé dans notre tâche actuelle. Ou vous n'auriez pas eu besoin d'aide. Que voulez-vous dire? Qu'elle serait peut-être encore en vie. Vous allez aussi loin que ça? Ma foi, vous avez peut-être raison. Je vous en prie, inspecteur, racontez-moi ce qui s'est passé. Je ne sais rien du tout. Ah, c'est très simple. La vieille dame s'est sentie mal après le dîner mardi soir. État très alarmant, convulsions, spasmes et je ne sais quoi. Ils ont envoyé chercher le docteur, mais quand il est arrivé, elle était déjà morte. La cause apparente serait une crise cardiaque, mais le toubib n'était pas satisfait. Il hésitait à se prononcer et il a pris des gants avec la famille. Mais il leur a bien fait comprendre qu'il ne pouvait pas délivrer de permis d'inhumer. Pour ce qui est de la famille, voilà où en sont les choses. Ils attendent le résultat de l'autopsie. Nous en sommes un peu plus loin. Le toubib nous a tout de suite fait part de ses soupçons. Lui et le médecin légiste ont procédé à l'autopsie ensemble, et le résultat ne fait aucun doute. La vieille dame a succombé à l'absorption d'une dose massive de strychnine. Ah ah! Eh oui, c'est une sale affaire. Le problème, c'est de savoir qui la lui a donnée. Elle a dû lui être administrée très peu de temps avant que survienne la mort. La première hypothèse était qu'on l'a mélangée à sa nourriture au dîner. Mais franchement, cela paraît impossible. Ils ont mangé de la soupe d'artichaut, servie dans une soupière, un pain de poisson et de la tarte aux pommes.
Il y avait Miss Barrowby, Monsieur de La Fontaine et Madame de La Fontaine. Miss Barrowby avait une sorte de garde-malade, une fille à moitié russe, mais elle ne mangeait pas à table avec la famille. Elle avait droit au reste, qui venait de la salle à manger. Il y a aussi la domestique, mais c'était son soir de sortie. Elle a laissé la soupe sur le fourneau et le pain de poisson dans le four. La tarte aux pommes était froide. Tous trois ont mangé la même chose, et en dehors de cela, je ne pense pas qu'on puisse faire ingurgiter de la strychnine à quelqu'un de cette façon. C'est terriblement amer. Le toubib m'a dit que ça se sentait, même dans une solution à 1 millième ou quelque chose comme ça. Dans le café, c'est déjà plus faisable, mais la vieille dame n'en buvait jamais. Je vois ce que vous voulez dire, la difficulté paraît en effet insurmontable. Qu'a bu Miss Barrowby au repas? De l'eau. De mieux en mieux. C'est un sacré casse-tête, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle avait de l'argent, cette vieille dame? Elle était assez riche, je crois. Bien sûr, nous n'avons pas encore les détails. En revanche, les de La Fontaine ne roulent pas sur l'or. D'après ce que j'ai compris, la vieille dame participait à l'entretien de la maison. Poirot esquissa un petit sourire. Vous soupçonnez donc les de La Fontaine. Lequel des deux? Je ne dis pas que je les soupçonne particulièrement, mais voilà les faits. C'étaient ses seuls parents, et sa mort leur rapporte une jolie somme, j'en suis sûr. Nous connaissons tous la nature humaine. Parfois inhumaine, oui, c'est tout à fait vrai. Et la vieille dame n'a rien bu ou mangé d'autre? Eh bien, à vrai dire... Ah, voilà, je sentais bien que vous ne m'aviez pas tout dit. La soupe, le pain de poisson, la tarte aux pommes, bagatelle. Nous arriverons enfin au nœud de l'affaire. Je ne sais pas, mais il se trouve que la vieille demoiselle prenait un cachet avant le repas. Pas une pilule ou un comprimé, vous savez. Une de ces gélules en papier de riz qui contiennent de la poudre. Un médicament tout à fait banal pour la digestion. Magnifique. Rien n'est plus simple que de remplir une gélule de strychnine et de la mettre à la place d'une autre. Cela descend avec une gorgée d'eau et l'on n'en sent pas le goût. C'est juste. L'ennui, c'est que c'est la jeune fille qui lui a donné sa gélule. La Russe? Oui. Katrina Rieger. Elle servait de femme de peine garde-malade à Miss Barrowby. Celle-ci était d'ailleurs très exigeante, je crois. Apportez-moi ci, apportez-moi ça, frottez-moi le dos, donnez-moi mon médicament, faites un saut chez le pharmacien, et le tout à l'avenant. Vous savez comment sont les vieilles dames. Elles ne font pas ça par méchanceté, mais ce qu'il leur faut, c'est une sorte d'esclave. Poirot sourit. Mais voilà le hic, poursuivit l'inspecteur Sims. En ce qui concerne la fille, cela ne colle pas très bien. Pourquoi irait-elle l'empoisonner? Miss Barrowby morte, elle perd sa place. Or, il n'est pas facile pour elle d'en trouver une autre. Elle n'a aucun diplôme, aucune formation. N'empêche, déclara Poirot, que si la boîte de cachet traînait sur une table, n'importe qui dans la maison aurait pu opérer la substitution. Nous ne négligeons pas cette possibilité, monsieur Poirot. Je peux vous dire que nous menons notre petite enquête, discrètement, si vous voyez ce que je veux dire, pour savoir quand l'ordonnance a été établie, où était généralement rangé ce médicament, etc. La patience et de gros travaux de débroussaillage, c'est grâce à cela que nous arrivons à notre fin. Il y a aussi le notaire de Miss Barrowby. J'ai rendez-vous avec lui demain. Et son banquier. Il reste encore beaucoup à faire. Poirot se leva. Faites-moi plaisir, inspecteur Sims. Tenez-moi au courant de l'évolution de l'enquête. Vous me feriez là une très grande faveur. Voici mon numéro de téléphone. Mais certainement, monsieur Poirot. 2 têtes valent mieux qu'une, et d'ailleurs, il est tout à fait normal que vous soyez tenu au courant étant donné que vous avez reçu cette lettre. Vous êtes trop aimable, inspecteur. Poirot serra poliment la main de l'inspecteur et prit congé. Il reçut un coup de téléphone le lendemain après-midi. Allô, monsieur Poirot? L'inspecteur Sims à l'appareil. Les choses commencent à prendre tournure en ce qui concerne l'affaire dont vous et moi avons parlé. Vraiment? Racontez-moi cela, je vous en prie. Eh bien, ceci est l'élément numéro 1, et pas des moindres. Miss B a laissé un petit héritage à sa nièce, et légué tout le reste à K, à titre de remerciement, pour sa gentillesse et ses bons soins. C'est ce qui est écrit. Voilà qui change pas mal de choses. Une image surgit dans l'esprit de Poirot, celle d'un visage renfrogné disant d'une voix passionnée « L'argent est à moi ». Elle l'a écrit dans son testament, et il en sera ainsi. Cet héritage ne serait pas une surprise pour Katrina, elle était déjà au courant. « Élément numéro 2, poursuivit l'inspecteur Sims.
Personne d'autre que K n'a touché à la gélule. Vous en êtes sûr? La jeune fille elle-même ne le nie pas. Qu'en pensez-vous? C'est extrêmement intéressant. Il ne nous reste plus qu'une chose à découvrir, la façon dont elle s'est procurée la strychnine. Cela ne devrait pas être très difficile. Mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore arrivé. J'ai tout juste commencé à m'en occuper. L'enquête judiciaire n'a eu lieu que ce matin. Et qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a été remise à la huitaine. Et la jeune mademoiselle K? Je l'ai fait mettre en détention préventive. Je ne veux pas prendre de risques. Elle pourrait avoir dans le pays des amis douteux qui pourraient essayer de l'en faire sortir. Non, dit Poirot, je ne pense pas qu'elle ait des amis. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait dire cela, monsieur Poirot? C'est simplement une impression. Il n'y a pas d'autres éléments nouveaux? Rien qui soit strictement en rapport avec cette affaire. Il semblerait que Miss B ait un peu spéculé en bourse ces derniers temps, et qu'elle y ait perdu pas mal d'argent. J'ignore pourquoi elle l'a fait, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait intéresser notre enquête. Pour le moment, en tout cas. Non, vous avez sans doute raison. Eh bien, je vous remercie infiniment. C'est très aimable à vous de m'avoir téléphoné. Pas du tout, je suis un homme de parole. J'ai bien vu que cette affaire vous intéressait. Qui sait, vous serez peut-être en mesure de me donner un coup de main avant la fin. Cela me ferait très plaisir. Il se peut que je puisse vous aider. Par exemple, en dénichant un ami de cette jeune fille, Katrina. Je croyais vous avoir entendu dire qu'elle n'en avait pas, remarqua l'inspecteur Sims, surpris. Je me trompais, répondit Poirot. Elle en a un. Avant que l'inspecteur ait pu le questionner, Poirot avait raccroché. Le visage grave, il se dirigea vers la pièce où Miss Lemon était installée, devant sa machine à écrire. En voyant son patron approcher, elle retira ses mains du clavier et lui jeta un regard interrogateur. « Je voudrais, lui dit Poirot, que vous vous imaginiez dans une situation donnée. » Miss Lemon laissa tomber ses mains sur ses genoux, d'un air résigné. Elle aimait taper à la machine, régler les factures, classer les papiers, prendre les rendez-vous. Par contre, cela l'ennuyait beaucoup qu'on lui demande de faire preuve d'imagination. Mais elle acceptait cette tâche désagréable comme faisant partie de ses fonctions. « Voilà, vous êtes une jeune femme russe, » attaqua Poirot. « Eh bien, » répondit Miss Lemon qui paraissait plus britannique que jamais. « Vous êtes seule et sans amis dans ce pays. Vous avez de bonnes raisons de ne pas vouloir retourner en Russie. Vous servez de femme de peine, garde-malade et dame de compagnie à une vieille demoiselle. Vous êtes soumise et résignée. »« Oui, » dit Miss Lemon docilement, tout en étant totalement incapable de s'imaginer soumise à quelque vieille demoiselle que ce soit. « La vieille dame se prend d'affection pour vous. Elle décide de faire de vous son héritière, et elle vous le dit. » Poirot marqua une pause et Miss Lemon fit de nouveau « Oui. » Et puis la vieille dame découvre quelque chose, cela peut être une histoire d'argent. Elle apprend par exemple que vous avez été malhonnête avec elle. Ou cela peut être encore plus grave, vous lui avez donné un médicament qui avait un drôle de goût. Ou bien une nourriture contre-indiquée pour elle. Quoi qu'il en soit, elle commence à vous soupçonner et elle écrit à un célèbre détective. Enfin, au plus célèbre de tous, moi. Je suis censé venir la voir au plus tôt. Les choses risquent alors de se gâter, comme on dit. Il est essentiel d'agir vite. Et c'est ainsi qu'avant même que le grand détective n'arrive, la vieille dame meurt. Et vous héritez de son argent. Dites-moi, est-ce que tout cela vous paraît vraisemblable? Très vraisemblable, répondit Miss Lemon. Enfin, très vraisemblable pour une Russe. Pour ma part, je ne prendrai jamais un emploi de dame de compagnie. J'aime que mes fonctions soient bien définies. Et bien entendu, je n'aurai jamais l'idée d'assassiner qui que ce soit. Poirot soupira. Comme mon ami Hastings me manque. Il avait tant d'imagination. Un esprit si romanesque. Il est vrai qu'il tirait toujours de fausses conclusions. Mais par là même, il me mettait sur la piste. Miss Lemon demeura silencieuse. Elle avait déjà entendu parler du capitaine Hastings, et ce qu'en disait Poirot ne l'intéressait pas. Elle fixait la feuille dactylographiée placée sur sa machine, brûlant d'impatience de se remettre au travail. « Cela vous paraît donc vraisemblable, » dit Poirot d'un air pensif. « Pas à vous ?»« Je crains bien que si, » répondit Poirot en soupirant. Le téléphone sonna et Miss Lemon sortit de la pièce pour aller répondre. Elle revint en disant « C'est encore l'inspecteur Sims. » Poirot se précipita sur l'appareil. « Allô, allô? Que dites-vous »
Sims répéta ce qu'il venait de dire. Nous avons trouvé un paquet de strychnine dans la chambre de la fille, caché sous son matelas. Un de mes agents vient juste de m'apprendre la nouvelle. Cela règle la question, je pense. Oui, dit Poirot. Cela semble la régler. Sa voix avait changé d'intonation. Elle avait pris une soudaine assurance. Lorsqu'il eut raccroché, il s'assit à sa table et arrangea les objets disposés dessus, d'un geste machinal tout en murmurant. Quelque chose n'allait pas, je l'ai bien senti. Non, pas senti. Ce doit être quelque chose que j'ai vu. En avant, ma matière grise, réfléchissons posément. Tout était-il normal et logique? La jeune fille, son angoisse à propos de l'argent? Madame de La Fontaine, son mari? Sa question imbécile à propos des Russes? Mais il est vrai que c'est un imbécile. Le salon, le jardin... Ah oui, c'est cela, le jardin. Poirot se redressa sur sa chaise. La petite lueur verte significative brillait dans ses yeux. Il se leva d'un bond et alla dans la pièce voisine. « Miss Lemon, voulez-vous avoir l'amabilité d'abandonner ce que vous êtes en train de faire et de vous livrer à une petite enquête pour moi. »« Une enquête, monsieur Poirot? Je crains fort de n'être pas très doué. » Poirot l'interrompit. « Vous m'avez dit un jour que vous saviez tout des commerçants. »« C'est exact, » répondit Miss Lemon avec assurance. « Dans ce cas, ce que vous avez à faire est très simple. Il vous suffit de vous rendre à Charmans Green et d'y trouver un poissonnier. »« Un poissonnier ?» répéta Miss Lemon, surprise. « Parfaitement, le poissonnier qui servait la villa Rosebank. Quand vous l'aurez trouvé, vous lui poserez une question bien précise. » Poirot tendit à Miss Lemon un bout de papier. Elle le prit, en nota le contenu sans manifester le moindre intérêt. Puis elle hocha la tête et recouvrit sa machine de sa housse. « Nous irons à Charmans Green ensemble, » lui dit Poirot. « Vous, chez le poissonnier, et moi au commissariat de police. Il ne nous faudra qu'une demi-heure depuis Baker Street. » Arrivé à destination, Poirot fut accueilli par un inspecteur Sims très surpris. « Eh bien, vous êtes rapide, monsieur Poirot. Je vous avais au bout du fil il y a seulement une heure. J'ai une faveur à vous demander, la permission de voir la jeune Katrina. Quel est son nom déjà? Katrina Reger. Ma foi, je n'y vois pas d'inconvénient. » La jeune fille avait le teint plus olivâtre et l'air plus sombre que jamais. Poirot lui parla avec beaucoup de douceur. « Mademoiselle, je voudrais que vous croyiez que je ne suis pas un ennemi, et je vous demande de me dire la vérité. » Elle lui jeta un regard de défi. « J'ai dit la vérité, je l'ai dite à tout le monde. Si la vieille dame a été empoisonnée, ce n'est pas par moi. C'est une erreur. Vous essayez de m'empêcher d'avoir l'argent. » Elle avait dit cela d'une voix rauque, et Poirot songea, en la regardant, qu'elle avait l'air d'un misérable petit rat acculé dans un coin. « Parlez-moi de ce cachet, mademoiselle, » lui dit-il. « Personne d'autre que vous n'y a touché. »« C'est ce que j'ai dit, non. Le pharmacien les a préparés l'après-midi même. Je les ai rapportés dans mon sac. C'était juste avant le dîner. J'ai ouvert la boîte et j'en ai donné un à Miss Barrouby, avec un verre d'eau. Personne d'autre que vous n'a touché à ces cachets? Non. Un rat acculé mais courageux. Et Miss Barrouby n'a eu pour le dîner que ce qu'on nous a dit, la soupe, le pain de poisson et la tarte. Oui. C'était un oui exaspéré et las. Et l'on devinait au regard sombre de la jeune fille qu'elle n'entrevoyait pas la moindre lueur d'espoir. Poirot lui tapota l'épaule. « Ne perdez pas courage, mon petit. La liberté peut encore être au bout. Oui, et l'argent aussi. Et une vie aisée. » La jeune fille lui jeta un regard incrédule. Lorsque Poirot fut sorti de la cellule et eut rejoint Sims, celui-ci dit « Je n'ai pas très bien compris ce que vous disiez au téléphone à propos de l'ami qu'aurait la fille. »« C'est vrai, elle en a un. »« Moi, » répondit Poirot. Il avait quitté le commissariat avant que l'inspecteur eût eu le temps de reprendre ses esprits. Lorsqu'ils se retrouvèrent au salon de thé Green Cat, Miss Lemon ne fit pas attendre son patron. Elle alla droit au but. « L'homme s'appelle Rudge. Son magasin se trouve dans High Street, et vous aviez raison. 12 très exactement. J'ai noté ce qu'il m'a dit sur un papier. » Elle tendit celui-ci à Poirot, qui le lut. Rrr. Le son qu'il avait émis ressemblait tout à fait au ronronnement d'un chat. Hercule Poirot prit le chemin de la villa Rosebank. Comme il s'immobilisait au milieu du jardin, le soleil dans le dos, Marie de La Fontaine sortit et vint à sa rencontre.
« Monsieur Poirot, dit-elle d'une voix qui trahissait la surprise, vous êtes revenu ?» Comme vous le voyez, Poirot marqua une pause avant d'ajouter. La première fois que je suis venu ici, madame, cette ronde enfantine a surgi dans mon esprit. Madame Marie, comme c'est joli, comment poussent donc vos fleurs, au cœur des coquilles de Clovis et de petites clochettes, avec tout autour de jolies soubrettes. La seule différence, poursuivit Poirot, c'est que ce ne sont pas des coquilles de Clovis, n'est-ce pas, madame? Ce sont des coquilles d'huîtres, précisa-t-il en tendant le doigt. Il vit madame de La Fontaine inspirer profondément et s'immobiliser, le regard interrogateur. « Mais oui, je le sais, » lui dit-il en hochant la tête. « La domestique a préparé le repas et elle est prête à jurer. Et Katrina aussi, que c'est tout ce que vous avez eu pour le dîner. Seul votre mari et vous savez que vous aviez rapporté une 12 d'huîtres. Une petite gourmandise pour la bonne tante. Il est si facile de mettre de la strychnine dans une huître. On l'avale comme ça. Mais il reste des coquilles. Il ne fallait pas qu'elles aillent dans la poubelle. La domestique les y aurait vues. Vous avez donc pensé à en faire une bordure de plate-bande. Mais il n'y en avait pas assez. La bordure n'est pas complète. L'effet n'est pas très réussi. Il gâche la symétrie de ce jardin, par ailleurs plein de charme. Ces quelques coquilles d'huîtres ne vont pas dans le décor. Elles ont choqué ma vue lors de ma première visite. Je suppose que vous avez deviné grâce à la lettre, dit Marie de La Fontaine. Je savais qu'elle vous avait écrit, mais j'ignorais ce qu'elle vous avait dit exactement. Poirot répondit de façon évasive. Je savais du moins qu'il s'agissait d'une affaire de famille. S'il avait été question de Katrina, Miss Barrowby n'aurait eu aucune raison d'agir secrètement. Je suppose que votre mari ou vous-même spéculiez en bourse pour votre propre compte, avec les actions de votre tante, et qu'elle l'a découvert. Marie de La Fontaine hocha la tête. Nous l'avons fait pendant des années, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait assez perspicace pour s'en apercevoir. Et puis j'ai appris qu'elle avait fait appel à un détective. J'ai également découvert qu'elle léguait tout son argent à Katrina, cette misérable petite créature. Vous avez donc mis la strychnine dans la chambre de Katrina? Je comprends. Vous éliminiez le risque pour vous et votre mari que je ne découvre quelque chose et vous mettiez un meurtre sur le dos d'une innocente enfant. N'avez-vous donc aucune pitié, madame? Marie de La Fontaine haussa les épaules et darda sur Poirot le regard dur de ses yeux couleur de myosotis. Il se souvenait de la perfection avec laquelle elle avait joué la comédie la première fois qu'il était venu et des tentations maladroites de son mari. C'était une femme supérieure à la moyenne, mais totalement inhumaine. De la pitié pour ce misérable petit rat? Cette petite intrigante, explosa-t-elle la voix pleine de mépris. Je pense, madame, lui dit lentement Poirot, que seules 2 choses ont compté dans votre vie. La première est votre mari, il vit ses lèvres se mettre à trembler, et l'autre, c'est votre jardin. Il regarda autour de lui, de l'air de s'excuser auprès des fleurs, de ce qu'il avait déjà fait, et surtout, pour ce qu'il allait devoir faire. Fin. L'histoire s'intitule « La tragédie de Martson Manor ». J'avais été appelé hors de la capitale durant quelques jours, et à mon retour, je trouvais Poirot occupé à boucler sa petite valise. « À la bonne heure, Hastings. Je craignais que vous ne soyez pas revenu à temps pour m'accompagner. On vous a donc appelé à l'aide quelque part? Oui, bien que je doive admettre, d'après les apparences, que l'affaire ne semble pas passionnante. La compagnie d'assurance, l'Union de l'Ouest, m'a demandé d'enquêter sur la mort d'un certain Maltravers, qui avait contracté chez eux, quelques semaines plus tôt, une assurance sur la vie pour la belle somme de 50 000 livres. « Vraiment ?» m'exclamai-je, intéressé. Il y avait bien sûr la clause habituelle, soulignant l'éventualité d'un acte volontaire de se supprimer. Dans le cas où le client se serait supprimé volontairement, au cours de la première année, l'assurance aurait été annulée. M. Maltravers a été dûment examiné par le médecin de la compagnie et bien qu'il soit un homme ayant légèrement dépassé le bel âge, il fut reconnu comme jouissant d'une santé robuste. Quoi qu'il en soit, mercredi dernier, c'est-à-dire avant-hier, le corps de Maltravers a été trouvé sur le terrain de sa propriété en Essex, Martson Manor. Et la cause de sa mort serait une sorte d'hémorragie interne. Ce fait par lui-même n'aurait rien de singulier, mais de sinistres rumeurs se rapportent aux difficultés financières de Maltravers.
traînait dans l'air depuis peu et l'Union de l'Ouest a découvert sans doute possible que le gentleman en question était à 2 doigts de la faillite. Cela change considérablement les choses. De plus, il avait une femme, jeune et belle. On soupçonne qu'il aurait pu ramasser tout l'argent liquide dont il disposait pour payer l'assurance vie dont son épouse bénéficierait et qu'ensuite il se serait supprimé. Une telle histoire n'a rien d'exceptionnel. En tout cas, mon ami Alfred Wright, qui est un des directeurs de l'Union de l'Ouest, m'a demandé de découvrir la vérité sur cette affaire. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas grand espoir de réussir. Si sa mort avait été causée par un arrêt de cœur, je serais plus optimiste. C'est là un verdict qui peut toujours passer pour un aveu d'incapacité du médecin local, ignorant la véritable cause du décès du malade. Mais quand il y a hémorragie, aucune erreur n'est possible. Cependant, tout ce que nous pouvons faire est de chercher des renseignements utiles. 5 minutes pour boucler votre bagage, Hastings, et nous prendrons un taxi pour la gare. Environ 1 heure plus tard, nous descendions d'un train à la petite station de Martsandley. Nous apprîmes d'un employé que Marston Manor se trouvait à 1 mile de distance. Poirot décida de s'y rendre à pied et nous cheminâmes de long de la rue principale. Quel est votre plan de campagne à présent? Tout d'abord, passer chez le médecin. J'ai appris qu'il n'y en avait qu'un à Martsandley, le docteur Ralph Bernard. Ah, voici justement sa maison. Un cottage de belle apparence situé en retrait de la rue. Une plaque de cuivre portait le nom du médecin. Nous suivîmes l'allée et sonnâmes à la porte. Nous avions de la chance car bien que ce fût l'heure des consultations, pour le moment, aucun malade n'attendait. Le docteur Bernard était un homme d'un certain âge, aux larges épaules voûtées et aux manières plaisantes. Poirot se présenta et expliqua la raison de notre visite, ajoutant que les compagnies d'assurance étaient obligées d'entreprendre, dans un cas semblable, une enquête approfondie. « Bien sûr, répondit le médecin d'un air vague. « J'imagine qu'étant un homme riche, Maltravers avait pris une grosse assurance. Vous le considérez comme un homme riche, docteur ?» Le praticien parut surpris. « Ne l'était-il pas ? Il possédait 2 voitures, vous savez, et Marston Manor est une assez importante propriété, et sûrement coûteuse à entretenir. Bien qu'il l'ait obtenue, je présume, à un prix très bas. Je crois savoir qu'il a subi dernièrement de considérables pertes d'argent, répliqua Poirot en l'observant attentivement. Le médecin se contenta de hocher tristement la tête. Vraiment? Tiens, c'est donc une chance pour sa femme qu'il y ait cette assurance. Cette jeune personne est belle et charmante, mais terriblement ébranlée par cette déplorable catastrophe. Un paquet de nerfs, la pauvre enfant. J'ai essayé de la calmer le plus possible, mais naturellement, il fallait s'attendre à ce que le choc soit très rude. Vous aviez soigné M. Maltravers récemment? Mon cher monsieur, je ne l'ai jamais soigné. Comment? Je crois savoir que M. Maltravers était un scientiste chrétien, quelque chose de semblable. Mais vous avez examiné le corps? Certainement. Un aide jardinier est venu me chercher. Et la cause de sa mort n'offrait aucun doute? Aucun. Il y avait du sang sur les lèvres, mais la plus grande partie de l'hémorragie a dû être interne. L'avez-vous trouvé à l'endroit même où il était tombé? Oui, le corps n'avait pas été touché. Il fut découvert à l'orée d'une petite plantation. M. Maltravers apparemment tirait des corbeaux, car une carabine de chasse, modèle réduit, se trouvait près de lui. L'hémorragie a dû survenir brusquement, sans doute un ulcère à l'estomac. Pas question qu'il ait été tué, bien sûr. Cher monsieur, je vous demande pardon, s'excusa Poirot. Mais si ma mémoire ne me fait pas défaut au sujet d'un meurtre récent, le médecin rendit tout d'abord le verdict. Arrêt du cœur. Il dut le modifier lorsque la police remarqua qu'une balle avait traversé la tête de la victime. Vous ne trouverez aucune trace de balle dans le corps de M. Maltravers, coupa le médecin sèchement. À présent, gentlemen, s'il n'y a plus rien, nous nous le tîmes pour dit. Bonne journée et merci beaucoup, docteur, pour avoir répondu si aimablement à nos questions. Au fait, vous n'avez pas jugé utile de réclamer une autopsie? Certainement pas. Le visage du médecin devint brusquement apoplectique. La cause de la mort ne laissait place à aucun doute. Dans ma profession, nous ne jugeons pas nécessaire de tourmenter sans raison les parents d'un défunt. Là-dessus, nous tournons les talons et il nous ferma la porte au nez. Que pensez-vous du docteur Bernard? Hastings demanda Poirot alors que nous reprenions notre chemin vers Marston Manor. Oh, un vieil imbécile. Exactement, votre jugement des caractères est toujours très profond, mon ami. Je l'observais à la dérobée. Mal à l'aise, mais il paraissait parfaitement sérieux.
Une lueur fugitive brilla cependant dans son regard, alors qu'il ajoutait d'un ton malicieux, « Sauf quand il s'agit d'une belle jeune femme. » Cette fois, je le regardais avec froideur. À notre arrivée au manoir, la porte fut ouverte par une domestique âgée. Poirot lui tendit sa carte et une lettre de la compagnie d'assurance pour Madame Maltravers. Elle nous conduisit à un petit salon et se retira pour informer sa maîtresse. Une dizaine de minutes passèrent, puis la porte s'ouvrit et une mince silhouette vêtue de noir s'encadra dans le seuil. « Monsieur Poirot » s'enquit-elle d'une voix brisée. « Madame » Poirot se leva et s'avança vivement vers elle. « Je ne puis dire à quel point je regrette de vous déranger en un moment pareil. Mais que voulez-vous? Les affaires, elles ne connaissent aucune pitié. » Madame Maltravers lui permit de la conduire à un siège. Ses yeux étaient rouges d'avoir trop pleuré, mais ses traits, momentanément bouffis, ne pouvaient altérer son extraordinaire beauté. Elle avait 27 ou 28 ans, très blonde, avec de grands yeux bleus et de jolies lèvres boudeuses. « C'est au sujet de l'assurance vie contractée par mon mari, n'est-ce pas? Mais dois-je être ennuyée maintenant, si tôt? Courage, chère madame, courage. Vous voyez, votre défunt mari a pris une assurance sur la vie qui doit vous rapporter une assez grosse somme. Et dans un tel cas, la compagnie est contrainte de vérifier certains détails. Elle m'a donné le pouvoir d'agir en son nom. Je peux vous assurer que je ferai de mon mieux pour vous rendre l'enquête le moins désagréable possible. Pouvez-vous me raconter brièvement les tristes événements de mercredi dernier? Je me changeais pour le thé lorsque ma bonne est venue. L'un des jardiniers arrivait juste en courant à la maison. Il avait trouvé... La voix lui manqua. Poirot lui pressa la main avec sympathie. « Je comprends. Arrêtons là. Aviez vu votre mari plus tôt dans l'après-midi? »« Pas depuis le déjeuner. Je m'étais rendu au village pour acheter des timbres. Je savais qu'il bricolait dans le parc. »« Tirant les corbeaux? » ?»« Oui, il avait l'habitude d'emporter sa petite carabine de chasse. Et j'ai entendu 1 ou 2 coups de feu dans le lointain. Où se trouve cette arme à présent? » ?»« Dans le hall, je pense. » Elle nous précéda hors de la pièce, attrapa la carabine et la tendit à Poirot, qui l'examina avec curiosité. « Je vois qu'il y a 2 balles en moins, » remarqua-t-il en rendant l'objet. « Et maintenant, madame, si je puis voir... » Il s'interrompit avec délicatesse. « La servante vous conduira, » murmura-t-elle en détournant les yeux. La bonne, appelée, conduisit Poirot à l'étage. Je restai avec la ravissante et malheureuse veuve. Il était difficile de savoir s'il valait mieux parler ou garder le silence. Je hasardai 1 ou 2 remarques d'ordre général, auxquelles elle répondit d'un air absent, et Poirot nous rejoignit. « Je vous remercie pour toutes vos bontés, madame. Je ne pense pas qu'on ait besoin de vous tourmenter plus avant. Au fait, êtes-vous au courant de la situation financière de votre époux? » « Absolument pas. Je ne connais rien à ces questions. »« Alors, vous ne pouvez nous donner aucun éclaircissement sur le motif qui a pu le pousser à souscrire brusquement à une assurance vie. Nous n'avons été mariés qu'un peu plus d'1 année, mais je puis vous renseigner sur sa soudaine décision. Mon mari était absolument persuadé qu'il ne vivrait pas longtemps. Il pressentait sa mort prochaine. J'imagine qu'il avait eu une hémorragie par le passé, et qu'il savait qu'une seconde lui serait fatale. J'ai essayé de dissiper ses sombres appréhensions, mais en vain. Hélas, il ne se trompait pas. Les yeux remplis de larmes, elle nous salua avec dignité. Alors que nous nous éloignions le long du sentier, Poirot fit un geste qui lui était particulier. « Eh bien voilà, nous retournons à Londres, mon ami. Il semble n'y avoir aucune souris dans le nid. Et cependant... » « Cependant quoi? » « Une légère contradiction sans plus. L'avez-vous remarqué? » « Non. Mais la vie est pleine de contradictions. Il est certain que Maltravers ne peut s'être ôté la vie. Aucun poison ne provoque une pareille hémorragie, ni ne met un tel flot de sang dans la bouche. Non, non, je dois me résigner, Hastings, à accepter l'événement tel qu'il est, franc et loyal. Mais qui arrive là-bas? Un grand jeune homme venait vers nous à longue enjambée. Il nous dépassa sans nous saluer. Au passage, je remarquai qu'il n'était pas laid du tout, avec son visage fin très bronzé, témoignant d'un long séjour sous un climat tropical. Un jardinier occupé à balayer les feuillages, s'étant interrompu un moment dans sa tâche, Poirot alla rapidement vers lui. « Dites-moi, je vous prie, qui est ce gentleman? Le connaissez-vous? »
Je ne me souviens pas de son nom, monsieur, bien que je l'ai entendu prononcer. Il a passé la nuit ici, mardi dernier. Nous nous hâtâmes sur la trace de la silhouette qui s'éloignait le long du sentier. L'apparition d'une forme vêtue de noir sur la terrasse à l'angle de la maison, notre gibier isolé, et nous sur ses talons, nous permirent d'être témoins de la rencontre. À la vue du jeune homme, Madame Maltravers pâlit, chancelant presque. « Vous » souffla-t-elle. « Je vous croyais en mer, en route pour l'Afrique orientale. » Une lettre inattendue de mes hommes de loi m'a retenu à la dernière minute. Mon vieil oncle d'Écosse est mort brusquement, me laissant de l'argent. En l'occurrence, il valait mieux que j'annule mon départ. Ensuite, j'ai appris par les journaux la mauvaise nouvelle, et je viens voir si je puis vous être utile. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous seconder pendant quelque temps. À ce moment, ils devinrent conscients de notre présence. Poirot s'avança et avec beaucoup d'excuses, il expliqua qu'il avait oublié sa canne dans le vestibule. Je crus deviner que Madame Maltravers procéda aux présentations nécessaires avec une assez mauvaise grâce. « Monsieur Poirot, capitaine Black ?» Quelques minutes de conversation suivirent, au cours desquelles Poirot découvrit que le capitaine était descendu à l'auberge encore. La canne égarée n'ayant pas été retrouvée, et pour cause, Poirot présenta de nouvelles excuses et nous nous retirâmes. Nous rejoignîmes le village à vive allure et Poirot gagna directement l'auberge encore. Nous nous établissons jusqu'au retour de notre ami le capitaine, expliqua-t-il. Vous avez remarqué combien j'ai insisté sur le fait que nous rentrions à Londres? Par le premier train. Vous pensiez que j'en avais vraiment l'intention? Mais non. Avez-vous observé le visage de Madame Maltravers lorsqu'elle aperçut le jeune homme? Black? Elle était visiblement surprise. Et lui? Eh bien, il se montra très dévoué, n'est-ce pas votre avis? Et il était ici mardi soir, la veille du jour où Maltravers est mort. Nous devons vérifier les faits et gestes du capitaine. Environ une demi-heure plus tard, nous aperçûmes notre suspect, qui approchait de l'auberge. Poirot sortit et l'accosta. Bientôt les deux hommes pénétrèrent dans la chambre que nous avions retenue. Après avoir expliqué au capitaine Black la mission qui l'avait amené dans cette maison, il lui dit « Vous comprenez à présent qu'il me faut connaître l'état d'esprit dans lequel M. Maltravers se trouvait juste avant sa mort. Comme je veux éviter de tourmenter sa jeune veuve en lui posant des questions pénibles, j'ai recours à vous. Voyons, vous étiez là peu de temps avant le malheur. Pouvez-vous nous donner des détails qui nous seraient précieux? Je ferai tout mon possible pour vous aider, mais j'ai bien peur de n'avoir rien remarqué d'anormal dans le comportement de Maltravers, car, bien qu'il ait été un vieil ami de ma famille, je ne le connaissais pas intimement. Vous êtes arrivé quand? Mardi dans l'après-midi, pour repartir mercredi de bonne heure, car mon bateau levait l'ancre de Tilbury vers midi. Mais les nouvelles qui me parvinrent juste avant mon départ me forcèrent à changer mes plans, comme je soupçonne que vous me l'avez entendu dire à Madame Maltravers. Vous retourniez en Afrique orientale, n'est-ce pas? Oui, j'y vis depuis la fin de la guerre, un pays merveilleux. Certainement. À propos, de quoi a-t-on parlé au dîner? Oh, je ne sais plus, les vieux sujets habituels. Maltravers m'a demandé des nouvelles de mes parents. Puis nous avons discuté le problème des réparations allemandes. Ensuite, Madame Maltravers m'a posé un tas de questions sur l'Afrique orientale, et je leur ai raconté une ou deux histoires. C'est à peu près tout, je crois. Merci. Poirot resta un moment silencieux, puis il déclara doucement. Avec votre permission, j'aimerais tenter une petite expérience. Vous nous avez rapporté tout ce que votre être conscient se rappelait. Mais je voudrais à présent questionner votre subconscient. De la psychanalyse? S'écria Black visiblement alarmé. Oh non, rassurez-vous, je vais vous expliquer. Je vous donne un mot, vous répondez par un autre, et ainsi de suite. Vous prononcez n'importe quel mot, le premier qui vous vient à l'esprit, d'accord? D'accord, répondit le jeune homme apparemment mal à l'aise. Prenez les mots en note, je vous prie, Hastings. Poirot sortit de sa poche sa grande montre bombée, qu'il déposa sur la table devant lui. Nous commençons. Jour. Après une légère hésitation, Jack lança. Nuit. Au fur et à mesure que Poirot poursuivait l'expérience, les réponses me parurent plus spontanées. Non. Lieu. Bernard. Chaud. Mardi. Dîner. Voyage. Bateau. Pays. Ouganda.
Histoire. Lion. Petite carabine de chasse. Ferme. Coup de feu. Suicide. Éléphant. Défense. Argent. Notaire. Merci, capitaine Black. Peut-être pourriez-vous me consacrer quelques minutes d'ici une demi-heure? Certainement. Le jeune officier le regarda avec curiosité, puis s'essuya le front en se levant. Et maintenant, Hastings, s'enquit Poirot, en souriant, alors que la porte se refermait sur le visiteur. Vous comprenez tout, n'est-ce pas? Absolument rien. Cette liste de mots, pourtant, je scrutai intensément la liste, mais force me fut de hocher négativement la tête. Je vais vous aider. Pour commencer, Black a bien répondu aux questions dans la limite du temps normal, sans hésiter, de sorte que nous pouvons conclure qu'il n'avait rien à cacher, jour pour nuit et lieu pour nom. Ce sont des associations communes. J'ai commencé à le sonder avec Bernard, qui aurait pu suggérer le médecin local s'il était venu à le rencontrer. De toute évidence, il ne l'a pas vu. Il répondit « dîner » pour mardi. Mais à voyage et pays, il répondit par bateau et Ouganda, montrant ainsi clairement que c'est son voyage à l'étranger qui avait de l'importance pour lui, et non celui qui l'amena ici. Histoire le fit se souvenir d'une anecdote où il est question de lion, racontée sans doute au cours du repas de mardi soir. J'ai lancé petite carabine de chasse et sa réponse fut ferme, tout à fait inattendue. Lorsque j'ai dit coup de feu, il répliqua immédiatement suicide. L'association paraît claire. Un homme qu'il connaissait déjà s'est suicidé avec une petite carabine de chasse, dans une ferme quelque part. N'oubliez pas que son esprit est encore axé sur les histoires qu'il a racontées mardi soir, et je pense que vous découvrirez aisément que je ne suis pas loin de la vérité. Si je rappelle le jeune Black et lui demande de répéter pour nous l'histoire d'un suicide qu'il a rapporté mardi soir au Maltravers. Interrogé par Poirot, Black ne marqua aucune hésitation. Oui, à présent que j'y pense, je leur ai bien raconté une pénible affaire. Un type s'est ôté la vie dans une ferme du pays d'où je viens. Il usa d'une petite carabine de chasse. La balle lui traversa le palais et le cerveau. Les médecins n'y comprenaient rien. Ils ne trouvèrent aucune marque, sinon un mince filet de sang sur les lèvres. Mais quel rapport cette histoire a-t-elle avec M. Maltravers? Je vois que vous ignorez qu'on a découvert une arme identique à ses côtés. Vous voulez dire qu'inconsciemment, je lui ai suggéré... Mais c'est affreux! Ne vous désespérez pas, cela serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Eh bien, il faut que je téléphone à Londres. Poirot eut une longue conversation téléphonique et revint pensif. Il sortit seul, dans l'après-midi, et ce ne fut pas avant 7 heures qu'il annonça qu'il ne pouvait attendre plus longtemps pour apprendre la nouvelle à la jeune veuve. Être laissé ainsi sans ressources et découvrir en même temps que son mari s'était ôté la vie pour assurer son avenir s'avérait un lourd fardeau à supporter pour n'importe quelle femme. Je nourrissais cependant le secret espoir que le jeune Black se montrerait capable de la consoler, lorsque le temps aurait atténué sa première douleur. De toute évidence, il l'admirait énormément. Notre entretien avec la jeune veuve fut pénible. Elle refusa avec véhémence de croire au fait que Poirot avançait. Puis, lorsqu'elle fut finalement convaincue, elle s'effondra, versant des larmes amères. Un examen du corps confirma nos soupçons. Poirot était désolé pour la jolie veuve, mais après tout, il représentait la compagnie d'assurance et ne pouvait rien faire d'autre. Alors que nous nous apprêtions à sortir, il se tourna vers Madame Maltravers et remarqua gentiment. « Madame, vous, mieux que personne, devriez savoir que la mort n'existe pas. » Elle se troubla et ouvrit de grands yeux. « Que voulez-vous dire? N'avez-vous jamais pris part à des séances de spiritisme? Vous êtes médium, vous le savez. » « On me l'a dit, mais sûrement vous ne croyez pas au spiritisme. »« Madame, j'ai vu tant de choses étranges. Vous savez que dans le village, on prétend que cette maison est hantée. » Elle inclina la tête et, à ce moment, la bonne vint annoncer que le dîner était servi. « Ne resterez-vous pas pour me tenir compagnie? » Nous acceptâmes avec gratitude, et je sentis que notre présence pourrait au moins la distraire un peu de sa douleur. Nous finissions juste notre potage lorsqu'un cri s'éleva de l'autre côté de la porte, suivi d'un bruit de vaisselle brisée. Nous sursautâmes. La bonne apparut pressant ses mains sur son cœur. Un homme, debout dans le passage. Poirot bondit hors de la pièce et revint rapidement. « Il n'y a personne.
En êtes-vous sûr, monsieur? Demanda faiblement la domestique. Oh, ça m'a donné un coup. Mais pourquoi? Elle baissa le ton pour chuchoter. J'ai cru que c'était le maître, il lui ressemblait. Je vis madame Maltravers frissonner de terreur, et mon esprit vola vers la vieille superstition, affirmant qu'un suicidé ne peut rester en paix. Notre hôtesse y pensa sûrement aussi, car 1 minute plus tard, elle agrippa le bras de Poirot en poussant un cri. N'avez-vous pas entendu? Ces 3 coups sur la vitre. C'est la façon dont il frappait toujours lorsqu'il faisait le tour de la maison. Le lierre, m'écriai-je. C'était le lierre qui heurtait le carreau. Mais une sorte de terreur nous avait tous gagnés. La bonne était visiblement affolée, et lorsque le repas fut terminé, madame Maltravers supplia Poirot de rester encore un peu. Elle redoutait évidemment de se retrouver seule. Nous nous installâmes dans le petit salon. Le vent se levait et mugissait autour de la maison d'une manière quasi irréelle. 2 fois la porte de la pièce s'entr'ouvrit doucement, et chaque fois la jeune femme se serra contre moi avec un halètement de terreur. « Ah, mais cette porte est ensorcelée !» cria finalement Poirot, furieux. Il se leva, la poussa, tournant la clé dans la serrure. « Je la ferme à clé, là. »« N'en faites rien !» souffla madame Maltravers. Si elle devait se rouvrir à présent, et à l'instant même où elle prononçait ces mots, l'impossible se produisit. La porte verrouillée s'entrebâilla lentement. De ma place, je ne pouvais apercevoir l'ouverture, mais Poirot et notre hôtesse lui faisaient face. Elle poussa un long cri et se tourna vers son voisin. « Vous l'avez vu là, dans le passage ?» Mon ami la regarda avec un visage interrogateur, puis hocha négativement la tête. Elle insista. « Je l'ai vu, mon mari. Vous devez l'avoir vu aussi. »« Madame, je n'ai rien remarqué. Vous n'êtes pas bien. Vos nerfs... »« Je suis parfaitement bien. Oh mon Dieu !» Des lumières vacillaient brusquement, puis s'éteignirent. Dans le noir, 3 coups distincts résonnèrent. J'entendais madame Maltravers gémir. Puis, je vis. L'homme que j'avais contemplé étendu sur son lit à l'étage au-dessus se tenait debout, éclairé par une faible lueur fantomatique. Il y avait du sang sur ses lèvres, et il tenait sa main droite pointée en avant. Soudain, une lumière radiante sembla se dégager de lui, passer au-dessus de la tête de Poirot et de la mienne pour s'arrêter sur la jeune femme, dont le visage reflétait la terreur. Je remarquai autre chose qui me fit crier. « Grand Dieu, Poirot, regardez sa main droite. Elle est toute rouge. » Madame Maltravers fixa sa main, et après un haut le corps glissa sur le sol. « Du sang !» hurla-t-elle hystérique. « Oui, c'est du sang. Je l'ai tué, c'est moi. Il me montrait. J'ai mis la main sur la gâchette et j'ai pressé. Sauvez-moi de lui, sauvez-moi. Il est revenu. » Sa voix mourut dans un râle. « Lumière !» lança Poirot. Comme par magie, l'électricité jaillit. « Voilà, continua-t-il. Vous avez entendu, Hastings. Et vous aussi, Everett. Ah, au fait, je vous présente Monsieur Everett, un personnage assez connu dans les milieux du théâtre. Je lui avais téléphoné cet après-midi. Ne trouvez-vous pas son maquillage parfait? Il ressemble assez au mort, et avec une touche de produit phosphorescent nécessaire, il a su créer l'impression voulue. Et maintenant, il faut pas que nous rations notre train. L'inspecteur Japp est dehors, près de la fenêtre. Une mauvaise nuit. Mais il a pu tromper son ennemi en frappant le carreau pour se distraire. Vous voyez, continua Poirot. Alors que nous avancions à grands pas à travers le vent et la pluie, il y avait bien une légère contradiction. Le médecin semblait penser que le mort était un scientiste chrétien. Mais qui aurait pu lui donner cette impression sinon madame Maltravers? Cependant, à nous, elle décrivit son mari comme vivant dans l'appréhension à cause de sa santé. Autre remarque. Pourquoi fut-elle si troublée par l'apparition inattendue du jeune Black? Et finalement, bien que les conventions exigent qu'une femme porte le deuil de son mari et le pleure, je ne prise pas beaucoup ces paupières si rouges. Vous ne les trouvez pas remarquées? À Hastings? Non? Comme je vous le dis toujours, vous ne voyez jamais rien. Je ne protestai pas, et Poirot continua. Il existait 2 possibilités. L'histoire racontée par Black avait-elle suggéré une ingénieuse méthode de suicide à M. Maltravers, ou bien, sa femme, ayant écouté le récit, y vit-elle un moyen commode de commettre un meurtre? J'optai pour la 2e hypothèse, car pour se tirer dans la bouche de la manière indiquée,
Maltravers aurait été obligé de presser la gâchette avec ses doigts de pied. C'est du moins ce que j'imagine. Si donc Maltravers avait été trouvé étendu avec une botte en moins, nous en aurions certainement entendu parler. Un détail si étrange n'eût pas manqué d'être remarqué. En fait, j'inclinais à croire que nous nous trouvions en présence d'un meurtre. Mais je ne possédais pas l'ombre d'une preuve pour appuyer ma théorie. De là, la petite comédie que vous m'avez vu jouer ce soir. J'avouais. Même à présent, je ne réalise pas très bien ce crime et son exécution. Commençons par le commencement. Nous avons une jeune femme, clairvoyante et calculatrice, qui, connaissant la débâcle financière de son mari, hélas d'un compagnon vieillissant qu'elle n'avait épousé que pour son argent, pousse ce dernier à contracter une importante assurance sur la vie en sa faveur. Ceci fait, elle cherche le moyen d'accomplir son dessein. La chance le lui offre. L'étrange aventure racontée par le jeune officier. L'après-midi suivant, lorsque monsieur le capitaine est en haute mer, comme elle le pense, elle et son mari flânent sur les pelouses. J'imagine leur dialogue. « Quelle bizarre histoire Black nous a racontée hier soir au souper, observe-t-elle. Un homme peut-il vraiment se ôter la vie de cette façon? Montrez-moi, si c'est possible. » Le pauvre fou lui montre, et il place l'extrémité du fusil dans sa bouche. Elle se baisse et pose la main sur la gâchette, riant, en levant les yeux sur lui. « Et maintenant, monsieur, conclut-elle, friponne, supposons que je presse la gâchette. Et alors, Hastings, elle la presse. » Fin.